En tout cas, ça bouge, et ça bouge tellement qu'aujourd'hui, il est mis sur la table la possibilité que suite à des nouvelles vagues de tensions et de sanctions qui vont toucher l'Iran, l'Iran décide de taper très fort sur la table en interrompant le trafic pétrolier pour un certain temps par le détroit d'Ormuz. Punishment of the crime of genocide in relation to the Palestinians in Gaza. Mais il faudrait résumer le problème sans rentrer trop dans les détails. Столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается. Tellement de signes et d'œuvres d'art prémonitoires de la venue d'un antéchrist. Surtout, n'hésitez pas à penser au miel, un excellent miel. Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды. Depuis toujours, Vladimir Poutine est parfaitement clair avec l'Occident. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. И по некоторым компонентам... Après tout ce temps, que faire pour que vous compreniez? Chaque jour, un certain nombre d'entre vous, depuis des mois et des mois, période Covid, opération spéciale en Ukraine, guerre à Gaza, disent « Non, mais tout va se mettre en place, tout va devenir normal, rassurant, arrête de t'inquiéter, il y a une prise de conscience, il y a des pourparlers de paix, il y a des négociations secrètes qui se passent. » Et invariablement, je veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais je me dis, non, ça c'est de la stratégie pour nous faire baisser la vigilance, pour nous dire, en fait, tout ce qu'on essaie de faire est parfaitement inutile, puisqu'il y a des gens importants, sages, puissants, qui, dans l'ombre, sont en train de négocier la paix, qui n'arrivent jamais. Au contraire, on voit que sur les questions liées au Covid, eh bien, on va avoir une prise de pouvoir mondiale ou quasi mondiale de l'OMS. On ne connaît pas encore la position qui va être celle adoptée, par exemple, par la Chine ou par la Russie. On va voir. A priori, la Russie a annoncé qu'elle ne rejoindrait pas cette opération. Et évidemment, ça paraît assez compliqué pour eux d'accepter de se mettre entre les mains, entre guillemets, de Bill Gates, des États-Unis et de la France, qui contrôlent quasiment totalement l'OMS, sa gestion, sa vision des choses, mais également sa vision industrielle des choses. Donc j'ai du mal à l'imaginer. J'ai également beaucoup de mal à imaginer qu'un pays comme l'Afrique du Sud, même un pays évidemment comme la Chine ou l'Inde le fasse, mais on ne sait jamais. Parce que la manière avec laquelle ces choses-là sont traitées peut être assez surprenante. On se rappelle d'ailleurs que le patron de la lutte contre le Covid en Chine avait été viré après un certain temps quand les Chinois s'étaient rendus compte que c'était quelqu'un qui était corrompu et qui agissait à l'inverse des intérêts du peuple chinois. On sait également que les Chinois avaient, le gouvernement en tout cas de Xi, avait
face aux conséquences de la crise Covid, avait réussi à réorganiser, entre guillemets, son pays pour lutter contre les influences extrêmement néfastes mondialistes qui s'étaient installées comme une gangrène. Depuis le début d'ailleurs de mes rendez-vous miel, les yeux dans les yeux à Paris et qui commencent de plus en plus en province, puisque je vais être le week-end du 27 avril par exemple à Biarritz et je serai début juin à Grenoble, mais d'autres dates sont prévues. Et si vous avez des idées de conférences ou d'organisation d'événements de ce type, n'hésitez pas à me solliciter et je serai ravi d'en discuter avec vous. Donc, ces réunions m'ont permis de rencontrer régulièrement des personnes très diverses, de tous les âges, de tous les profils, et en particulier un couple de personnes qui sont en France depuis 1 an et demi après avoir passé plus de 20 ans en Chine et qui racontent évidemment des choses extraordinairement différentes sur la manière avec laquelle les choses se passent en Chine, qui est quand même un pays dans lequel il y a plus d'1,5 milliard d'habitants, c'est-à-dire à peu près 4 fois plus que l'Europe entière. Donc on imagine à quel point c'est facile, quand on est loin, de faire courir tout type de bruit sur un pays de cette taille, sachant que nous-mêmes en France, on n'a absolument aucune idée de ce qui se passe réellement en Autriche, au Danemark, en Grèce ou même au Portugal, à part si on a de la famille là-bas qui nous informe. On ne sait qu'au travers du prisme des médias, et on sait très bien que les médias font en sorte que notre prisme soit déformé en fonction des intérêts et des éléments de langage qui sont confiés soit par les ministères, soit directement par l'Élysée, soit par des lobbyistes obscurs plus ou moins liés avec les propriétaires des médias français, qui sont en réalité une très petite caste. Petite caste d'ailleurs qui a un impact très fort sur également les médias résistants, mais ce ne sera pas l'objet de cette capsule. Donc les choses vont extrêmement vite et croire qu'elles vont s'améliorer sans que nous nous en mêlions est une gageure. Parce qu'en réalité, à chaque fois qu'on nous fait croire que d'autres sont en train de prendre les choses en main, on se décourage plus et on perd plus le contrôle de la situation. Qu'est-ce qui se passe en ce moment de par le monde? Il y a des pays dans lesquels il y a des possibilités de manifester. Par exemple, dans les grandes universités américaines, il y a beaucoup de manifestations pacifistes pour essayer de montrer que le sort des Palestiniens est absolument abominable, inhumain, invivable. Eh bien, ces manifestations qui sont pacifistes, je le répète, sont aujourd'hui réprimées avec une forme de violence terrible par la police, énormément d'arrestations, parce que, soi-disant, elles mettraient en danger les autres étudiants des universités qui pourtant, comme à Columbia, ont montré leur solidarité, c'est-à-dire que ceux qui ne manifestaient pas se sont montrés solidaires de leurs compagnons qui faisaient la manifestation par rapport au premier amendement américain, c'est-à-dire la liberté de s'exprimer. Eh bien non, le pouvoir en place aux États-Unis et en l'occurrence là la police de New York, qui est gérée par le gouvernement, maire de la ville, qui sont très proches du gouvernement fédéral, donc Biden, ont décidé de réprimer les manifestations, de les rendre interdites, alors que quand c'était Black Lives Matter ou des réunions pour des manifestations pour les minorités, par exemple la minorité trans, peu importe les violences, peu importe les exactions, là c'était considéré comme parfaitement normal. Alors il faut dire qu'évidemment il y aurait une forme de contradiction de ce gouvernement à laisser filtrer dans sa population l'idée que le gouvernement Netanyahou pourrait être coupable d'exaction alors que 26 milliards viennent d'être votés successivement par le Congrès et le Sénat
on y reviendra, 26 milliards pour financer une guerre qui en réalité n'en est pas une, puisque d'un côté, on a une superpuissance régionale qui dispose de l'arme nucléaire, et d'ailleurs, au début de cette guerre, un certain nombre de ministres, de personnages en vue à proximité de Netanyahou, avaient même évoqué la possibilité de larguer une bombe sur Gaza pour en finir définitivement, puisque pour beaucoup de personnes, la famine, l'absence d'hôpitaux, l'absence de médicaments, l'absence d'universités, l'absence d'écoles, l'absence même de possibilité d'aller dans des aires de jeu, c'est tout à fait normal. Qu'il y ait des victimes collatérales par dizaines de milliers, c'est tout à fait normal, dizaines de milliers de morts et quasiment 100 000 estropiés amputés, c'est finalement les conséquences normales du fait que Gaza aurait choisi le Hamas pour les représenter, qui serait une organisation terroriste. Donc, en fait, tous les Palestiniens seraient des terroristes quasiment dès leur naissance. Et ça, c'est quelque chose, c'est une petite musique qu'on entend régulièrement dans les médias en Israël. Et il y a très peu, à part Haaretz, par exemple, de médias qui sont plus posés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pro-palestiniens, évidemment, mais ça veut juste dire qu'ils analysent les choses et les faits avec plus de rigueur, avec plus de recul, avec froideur et surtout dans une véritable recherche de la vérité, ce qui devient de plus en plus dur quand on imagine que 140 journalistes à minima ont été tués à Gaza. 140 journalistes tués à Gaza, c'est plus que le nombre total de journalistes qui ont été tués pendant la Deuxième Guerre mondiale. 35 000 morts à Gaza, si on ramène à la population française, ça voudrait dire en France plus d'1 million de morts. 85 000 estropiés, ça voudrait dire quasiment 3 millions d'estropiés en France. Et donc, d'un seul coup, on comprend pourquoi, avec un système hospitalier défaillant, à l'intérieur d'un ghetto sous blocus, énormément d'opérations, d'amputations ont dû se passer sans aucun anesthésiant, et très peu d'antiseptiques, d'analgésiques, de l'eau vraiment assez impure, quasiment pas de possibilité de nettoyer les vêtements, etc. Enfin, c'est terrible. Donc aujourd'hui, un peu plus de camions passent, mais toujours pas de cessez-le-feu, toujours cette même menace d'avoir une invasion terrestre de Rafah. Alors on se demande comment ce sera possible, puisque alors déjà, les 2/3 de Gaza sont des décombres. Donc, est-ce que ça veut dire que l'armée va arriver par l'est de Rafah? Mais qui dit arriver par l'est de Rafah, c'est là où sont tous les réfugiés. Puisqu'en fait, les gens n'ont pas pu s'agglutiner dans même pas un quart de la surface de Rafah pour s'installer dans les maisons et les habitations qui sont évidemment surpeuplées, puisque Gaza est naturellement surpeuplé, mais là encore plus surpeuplé. Et donc il y a une espèce de partie désertique qui est à l'est de la bande de Gaza, complètement au sud, et dans lequel il y a des tentes, et c'est comme un camp de réfugiés. Et donc pour cette opération terrestre, il faudrait que l'armée israélienne puisse passer par là avec ses troupes et ses tanks, puisqu'on a vu qu'invariablement, à chaque fois qu'il y a eu des opérations terrestres, c'était un peu pris en crabe, c'est-à-dire qu'il y avait des chars qui longeaient la plage, des chars qui rentraient dans les villes par la partie nord et par la partie est. Donc là, comment ils vont faire alors qu'il y a des Palestiniens qui sont revenus un peu désespérément voir dans quel état était leur maison, s'ils pouvaient retrouver des biens, s'ils pouvaient retrouver des parents, et en tout et pour tout, en fait, ils retrouvent des charniers. Alors les chiffres, et là c'est incontestable puisque même les représentants des Nations Unies le disent,
il y a différents charniers qui ont été retrouvés autour de l'hôpital Al-Nasser, dans lesquels il y a plus de 300 corps qui ont été retrouvés, dont plusieurs dizaines ont été littéralement exécutés alors que les yeux étaient bandés et les mains étaient accrochées dans le dos. Donc il y aurait eu des exécutions sommaires. Tout ça s'est passé à huis clos, puisqu'en fait c'était le moment où l'armée israélienne contrôlait tout. Alors je vous rappelle qu'il y avait eu différentes interviews de médecins rescapés et qui avaient raconté sur des chaînes anglaises que pour échapper de Rafah, il fallait surtout pas, enfin pour échapper de l'hôpital Al-Nasser et de cette zone, être habillé en médecin ou être habillé en journaliste, parce que ça c'était quasiment la certitude d'être tué par des snipers, et donc il fallait se déguiser en civil. Seul endroit au monde où pour survivre, il faut se déguiser en civil. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'était véritablement de dire, il faut arrêter de croire que les choses vont s'améliorer d'elles-mêmes. Elles ne vont pas s'améliorer d'elles-mêmes. Il faut arrêter de croire que les choses vont s'améliorer avec les élections européennes. Elles ne vont pas s'améliorer avec les élections européennes. Et vous voyez bien, vous n'avez qu'à regarder l'historique des personnes qui ont été élues pour nous représenter lors d'élections européennes. Beaucoup disent qu'il faut s'engager sur la voie électorale. Moi-même, j'ai été sollicité par deux personnes qui envisageaient de monter des lignes. C'était qui m'avaient dit, mais est-ce que ça t'intéresserait? Alors d'une part, j'avais répondu non, que ça m'intéressait pas. J'étais curieux de savoir pourquoi des émissaires me contactaient, en m'expliquant que c'était pour des partis ou des candidats qui auraient tous les moyens nécessaires pour y parvenir, mais que moi, personnellement, ça m'intéressait pas. Parce que je pense que quelqu'un comme moi qui a décidé de parler complètement librement ne pourrait absolument plus le faire s'il était dans le cadre d'un parti politique. Parce que qui dit parti politique, et c'est tout le temps vrai, dit forcément essayer de ne pas être trop clivant, essayer de parler à un électorat le plus large possible pour avoir une chance d'être élu et donc, au préalable, d'être invité dans les grands médias pour être audible. On voit bien, ça se passe toujours de la même manière. Et on a l'exemple du parti fondé par Jean-Marie Le Pen, qui s'appelait FN, qui est devenu le RN, et qui aujourd'hui semble avoir le vent en poupe, mais on ne sait plus très bien en réalité les spécificités de ce parti politique, à part qu'il réunit beaucoup de personnes qui ne veulent plus entendre parler du parti de Macron. Mais ces personnes qui ne veulent plus entendre parler du parti de Macron, est-ce qu'elles venaient de la gauche? Est-ce qu'elles venaient de la droite dite républicaine, entre guillemets, qui a quasiment disparu? D'où viennent-elles? Est-ce qu'elles sont loyales à des idées que manifestement elles ne connaissent pas et elles ne comprennent pas, puisqu'il n'y a plus du tout d'identité dans ce parti? Je ne sais pas. La seule chose que je sais avec une forme de certitude, c'est que on sent bien la volonté des médias de réannoncer en permanence un duel qui sera gagné d'avance à chaque fois par Macron, entre Macron et l'extrême droite. Alors évidemment, pour l'instant, Macron ne peut pas se représenter pour une troisième fois, mais régulièrement, il y a des gens qui sèment cette possibilité. Pourquoi pas, après tout, envisager une autre candidature? Alors, je vous rassure, ou je vous inquiète, moi je pense que les choses vont changer
de manière tellement importante dans les mois qui viennent que tous ces projets d'élection à long terme, tous ces projets même à l'horizon été 2025 sont nuls et non avenus. Il y aura beaucoup trop de changements. La crise systémique aux États-Unis, et je vais en parler plus en détail, mais également en Union européenne, est tellement importante que la moindre étincelle pourrait provoquer le chaos. Et j'en parlerai puisque depuis quelques jours, il y a véritablement un bruit qui court que, compte tenu des sanctions qui s'abattent en permanence contre l'Iran, contre la Russie et maintenant de plus en plus contre la Chine, les pressions que subit l'Arabie Saoudite, Oman ou autres parce qu'elle ne s'aligne pas complètement à la politique des grands maîtres américains, de l'Union européenne et d'Israël, eh bien ces pays se disent est-ce que on peut laisser cette dérive et cette destruction continuer ainsi avec ces milliards d'armements, ces milliers de morts sans réagir. Donc la Russie avait décidé en février 2022 de lancer cette opération spéciale pour réagir. L'Iran, et je détaillerai un peu ça, a décidé de réagir et de changer la donne récemment en envoyant un nombre de missiles et de drones particulièrement importants en direction d'Israël depuis son territoire. C'est quelque chose qui était complètement imprévisible et en tout cas pas dans ses proportions après toutes ces années finalement d'une forme de laisser-aller, puisque pendant des années, Israël pouvait tuer, bombarder, etc., que ce soit chez les alliés naturels de l'Iran dans la région, mais également en Iran, où il y avait eu beaucoup d'assassinats ciblés de personnes en charge du programme nucléaire civil, de généraux, de personnes importantes dans l'industrie, de personnes importantes dans le monde de la santé ou de monde de la politique, voire même de diplomates. Et là, jusqu'à l'attentat terrible avec l'aviation israélienne, et je crois que le chiffre, c'était 6 bombes lancées sur le consulat, dans lequel il y avait des représentants de l'armée iranienne qui étaient en réunion et qui sont tous morts. Donc il y a eu une vingtaine de morts, dont 14, je crois, militaires de haut rang, dont le chef des gardiens de la Révolution pour la Syrie, le Liban et évidemment les relations avec l'Iran en termes de formation, de fourniture de matières militaires. Alors il faut bien voir que contrairement à ce qu'on essaie d'affirmer en permanence, il n'y a aucun lien entre l'Iran et le Hamas. D'ailleurs, l'Iran n'était absolument pas au courant des plans du 7 octobre, ni de près ni de loin. C'est exactement la même chose qui s'était passé avec le 11 septembre, lorsqu'on avait voulu faire croire qu'il y avait un lien entre les attentats du 11 septembre et l'Irak. Il n'y en avait aucun. Mais en revanche, la stratégie, en créant ces événements, était bien sûr de faire tomber, comme on l'a su à maintes reprises, par des révélations ou par des documents, c'était véritablement faire tomber l'Irak, faire tomber la Syrie, faire tomber la Libye, puis faire tomber l'Iran avec une cible finale qui était la Russie. Donc pour l'instant, ça n'a pas abouti, puisque la Syrie a résisté, que l'Iran a résisté, que la Russie a résisté, et semble-t-il l'Irak, qui était sunnite et qui est passé plus du côté chiite avec une proximité plus forte avec l'Iran, est en train, entre guillemets, d'essayer de retrouver son indépendance et de demander aux Américains de quitter leur territoire. Ce qui, évidemment, ils ne le font pas, puisqu'ils veulent conserver le contrôle total sur les ressources pétrolières irakiennes sur lesquelles ils se servent largement. Ils font exactement la même chose, d'ailleurs en Syrie, puisqu'il faut savoir qu'environ
un tiers du territoire syrien, le territoire agricole et le territoire pétrolier syrien, sont toujours sous contrôle des Américains qui n'y ont pas été invités. Et à chaque fois qu'il y a des attentats terroristes, soit ils viennent de cette partie, soit ils viennent d'une partie assez proche du Golan, contrôlée, occupée, entre guillemets, illégalement par Israël. Donc on pourrait se demander si le terrorisme dans cette région est toujours nourri par les Américains, Israël et d'autres complices. Ça avait été évoqué d'ailleurs, et c'est une des pistes très sérieuses, évidemment, pour les attentats de Crocus. Mais c'est également une piste sérieuse pour ce qui s'est passé le 7 octobre, et se demander comment tout ça a été possible, puisque depuis, on découvre que un certain nombre de personnes qui étaient infiltrées, puisqu'on sait, et le Mossad s'en est toujours vanté, et l'armée israélienne également, qu'il y avait énormément de personnes du Mossad ou de l'armée israélienne infiltrées à l'intérieur de Gaza. Et bien on apprend que beaucoup d'entre elles étaient infiltrées depuis des années dans les hôpitaux. Donc Israël n'avait aucun doute sur l'absence de tunnels ou de lieux de commandement, ou c'était purement partie prenante d'une stratégie pour détruire ces infrastructures médicales et pour détruire finalement l'intégralité des infrastructures à Gaza. On découvre maintenant que pratiquement tous les puits d'eau ont été bombardés et sont détruits. C'est-à-dire que pour avoir de l'eau, les Palestiniens sont quasiment dépendants de camions d'eau. Et donc, il faut beaucoup plus de camions de ravitaillement pour réussir à sauver la population, parce qu'il faut énormément de camions d'eau. Et vous imaginez, avec les températures qui commencent à se réchauffer, même si en France, dans l'Aude, on a l'impression d'être au cœur de l'hiver en ce moment, alors que l'hiver était parti depuis un mois. Donc je vous dis pas la nature, à la manière avec laquelle elle va souffrir, et toutes les récoltes de fruits ou de légumes qui vont peut-être être rendues très difficiles. Mais on sent bien que tout ça, il y a la possibilité de nager dans les rues de Dubaï, les inondations à Hong Kong, les tremblements de terre à New York, à Taïwan, etc. Que la Terre, si elle se fâche, est peut-être aidée à le faire. Et est-ce que ce sont des nouvelles armes, des nouvelles méthodes, des nouvelles stratégies pour créer un chaos et une peur partout? Ou est-ce que c'est la Terre qui naturellement se fâche parce que c'est un écosystème qui se régule? Je ne sais pas. C'est sans doute un peu de tout. Ce qui est certain, c'est qu'on parle de plus en plus souvent de ces traînées nuageuses artificielles manifestement dans le ciel. Est-ce que c'est de la condensation ou pas? Les gens qui font des expériences sur leur voiture ou sur des nappes de table et qui reprennent cette poussière se rendent compte qu'elle est quand même très métallisée. Alors, il faut faire l'expérience et vous vous rendrez compte que malheureusement, ça y ressemble. Pourquoi est-ce que on essaye de nous séparer certains jours particuliers dans certaines zones particulières du soleil? Je ne sais pas. J'ai fait une interview récemment pour une chaîne de télé russe et dans cette interview, on me posait des questions sur la restauration et la rénovation, entre guillemets, de Notre-Dame, du mobilier, des tableaux, des vitraux. Et en substance, je disais qu'on était tous, ceux qui sont de foi chrétienne, catholique, assez inquiets des changements de vitraux. On est préoccupé par le nouvel ameublement de Notre-Dame ou par l'allure du coq qui va être triomphal au sommet de la flèche et qui est un coq qui n'est pas triomphant, entre guillemets, qui est plutôt un coq guerrier qui baisse la tête. Donc on se demande quels sont tous ces signes, tous ces détails
qui sont extraordinairement préoccupants, qui sont mis en œuvre. Tout ça en parallèle du portrait officiel du président Macron, en parallèle de l'affiche des Jeux Olympiques dont j'ai parlé à plusieurs reprises et qui est une affiche qui fait plus penser à une orgie de fin des jours avant une forme d'apocalypse avec une espèce de vague énorme qui va tout ensevelir, des corps enchevêtrés qui sont pas vraiment humains et cette couleur un peu violette, mauve, très étonnante qui se retrouvera aussi sur la piste des Jeux Olympiques. Mais également ces logos qui sont très hypnotiques, toutes ces phrases, ces photos où on a l'impression que Emmanuel Macron, un jour, il est très poilu dans la position comme s'il était chef de la mafia Scarface, ou alors comme s'il était Rocky Balboa dans un film Rocky de Stallone avec des muscles énormes, ou son voyage de noces genre quand Harry rencontre Sally avec Lula, mais la même tentative également avec Modi. Alors évidemment, je ne vais pas parler dans le détail, même si ça mériterait, de ce qui se passe en ce moment au Brésil, où on découvre en fait toutes les malversations qui ont eu lieu avec la complicité du pouvoir. Manifestement, c'est ce qui ressort des Twitter Files. Et je ne parle pas du pouvoir politique, mais je parle du pouvoir judiciaire au Brésil qui a influencé pour faire ressortir Lula, pour mettre une pression pas possible sur Bolsonaro et finalement avoir un impact sur les élections. Donc les dossiers sont en train de sortir. Comment ils vont être traités, je ne sais pas. On a l'impression que de toute façon, l'actualité est tellement foisonnante que c'est pratiquement impossible d'y voir clairement. Et il faut juste imaginer, pour visualiser les choses, que le Pentagone, c'est un des plus grands buildings au monde. Dans le Pentagone, il y a des milliers de personnes extraordinairement intelligentes qui disposent d'outils d'intelligence artificielle, de savoir-faire, qui bossent pour aider à la mise en place des intérêts américains partout dans le monde. Vous avez la même chose au niveau de la NSA, vous avez la même chose au niveau de la CIA, vous avez la même chose au niveau des services secrets français, vous avez la même chose au niveau de l'Angleterre, de l'Allemagne, d'Israël. Évidemment, vous avez énormément de personnes qui travaillent sur ces dossiers-là avec le gouvernement en place au Brésil, avec le gouvernement en place en Inde. Donc, c'est des centaines de millions, voire des milliards qui sont dépensés pour être capable de traiter tous ces sujets-là avec beaucoup de cerveaux disponibles. Et donc, en principe, le rôle des médias en tant que contre-pouvoir, je parle des grands médias, le New York Times, les grandes chaînes de télé ou les journaux comme Le Monde, devrait être d'aider à décrypter ces choses-là, devrait être de faire ce travail pour démasquer, entre guillemets, toutes ces entreprises, souvent d'ailleurs aidées par des grands fonds financiers et par des cabinets de conseil en stratégie. C'est-à-dire qu'on voit véritablement une armée de cerveaux disponibles, une armée d'argent imprimé, une armée d'outils d'intelligence artificielle qui sont faits pour quasiment une invocation du diable et qui sont faits pour faire avancer cet agenda woke, cet agenda transhumanisme, et qui sont faits finalement pour détruire et asservir complètement l'humanité. Mais comme on sait avec ces expériences de H, les expériences de Milgram, etc., il faut du temps. Et donc, il faut rééduquer, entre guillemets, les gens. Il faut transformer le système éducatif. Il faut réécrire l'histoire. Il faut conditionner en permanence les gens avec les télés, avec les médias qui sont devenus complices. C'est-à-dire qu'en moins de 50 ans, tous les médias ont été pris en contrôle total. Et c'était le rôle d'ailleurs de Soros et des Open Society, mais c'était également le rôle de Bill Gates
avec tous ces investissements. C'est-à-dire que si vous regardez la presse française, vous allez voir tous les millions que reçoivent de la part de Bill Gates ou de la part des fondations de Soros, l'intégralité quasiment des grands magazines. Et l'argent qu'ils ne reçoivent pas de ces sources-là, ils le reçoivent d'aide de l'État. Et donc, vous vous rendez compte que les journalistes, pour continuer dans ces grands médias à avoir tout leur prestige, à avoir tout leur train de vie, leurs belles voitures, leur joli mobilier, tous leurs avantages, ils ne vont pas s'empresser de dénoncer ces choses-là. Au contraire. Et les autres journalistes, entre guillemets, de la complosphère, ou de la résistance, ou appelez ça comme vous voulez, qui ont réussi un peu à s'institutionnaliser, à gagner de l'argent, n'ont évidemment pas du tout envie d'être aujourd'hui, de perdre ces avantages. Et souvent, ils sont liés à des candidats politiques, souvent, ils sont liés à des opérations, à des montages financiers, etc. Et donc, ils vont faire en permanence une espèce de mix de choses pour dire un minimum de choses et faire ce que faisaient les chaînes de télé. On se rappelle tous de la phrase de l'ancien patron de TF1, Lelay, qui disait « Mon travail, c'est uniquement de capter le maximum de temps de cerveau disponible pour vendre de la pub. » Alors c'est vrai plus que jamais dans les grands médias, et qu'ils le font avec énormément d'habileté, puisqu'ils réussissent à mentir, mais du début à la fin de leur programme, sans en avoir tellement l'air. Alors de temps en temps, ils sont très gentils, on a une grande humanité, donc on invite quelqu'un d'ancien pour parler de sa carrière, on invite un fermier, on invite, voilà, comme ça se passait historiquement dans les journaux plutôt de 13 heures, mais toujours cette petite musique sur, eh bien, ok, peut-être que c'est pas parfait avec Macron, mais imaginez ce que ce serait si l'extrême droite l'emportait, ou pire maintenant, si LFI l'emportait. LFI qui est quand même interdit de certaines manifestations, ce qui est en pleine campagne électorale assez incroyable. Donc cette espèce de clivage qui est fait pour diviser, et ça fonctionne bien mieux que on ne peut l'imaginer. C'est diviser pour régner, des beaux discours cousus de fil blanc, et petit à petit, la machine se met en marche. Il va y avoir des affichages, il va y avoir des arrestations, il va y avoir de la peur, il va y avoir de toute façon des événements qui vont faire que entre partis, entre guillemets, d'opposition, il va y avoir des divisions de plus en plus fortes. Tout est piloté avec un raffinement incroyable, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, il y a un procès en ce moment contre le candidat qui est en tête de tous les sondages, qui s'appelle Donald Trump, mais c'est un procès grave, c'est un procès criminel qui pourrait l'amener en prison. Eh bien, je vous dis qu'en parallèle, il y a des congressmen, des sénateurs qui veulent faire passer des lois pour dire que si Donald Trump devait être mis en prison, il ne pourrait plus bénéficier à l'intérieur de la prison de la moindre protection. Et tout ça, en fait, c'est pas fait avec l'idée d'obtenir ça. Évidemment, ils n'ont pas l'intention de livrer Donald Trump dans une prison à des prisonniers de droit commun qui pouvaient être extrêmement dangereux à son égard. Mais c'est toujours pareil. Vous savez, quand vous menacez, quand vous faites peur aux personnes, même aussi courageuses que Donald Trump, c'est totalement épuisant, c'est inquiétant, c'est stressant et ça vous empêche de faire campagne. Combien de personnes auraient envie de s'exprimer sur toutes les exactions qui se passent actuellement dans le monde et n'en le font pas parce qu'elles sont terrifiées des conséquences pour leur carrière, mais également indirectement pour leur famille, pour leurs proches, qui ont le même nom. Moi, je connais des personnes qui sont impliquées dans la politique ou qui sont impliquées dans les médias et qui prennent un nom d'emprunt. C'est-à-dire qu'ils ont évidemment leur vrai nom par rapport à leur métier et leur vraie image quand ils passent sur les réseaux,
mais qui utilisent un autre nom que leur nom professionnel pour éviter qu'il y ait des conséquences trop fortes sur eux, sur Google. Alors ça paraît dérisoire, mais c'est relativement efficace. Et on a par exemple le cas récemment d'un procès qui est défendu aujourd'hui par Twitter, qui refuse de donner, qui a refusé jusqu'au terme d'une bataille juridique le nom de certaines personnes qui souhaitaient avoir la confidentialité sur Twitter. Et finalement, la justice demande que les noms soient communiqués. Et donc, on se rend compte que la justice, aujourd'hui, ne veut plus que les personnes puissent, alors qu'il n'y a pas eu de condamnation sur la nature des propos, délictuels ou pas. Et donc, pourquoi livrer en pâture quelqu'un qui n'a commis aucun délit et aucun crime ? Donc ce sera, encore une fois, à la justice de répondre à ça. Mais c'est quand même assez fascinant la vitesse à laquelle tout ce qui avait été acquis de haute lutte au fur et à mesure des siècles pour qu'il y ait une liberté, pour qu'il y ait une égalité, pour qu'il y ait une fraternité au sein des différentes sociétés, soit en train d'être détruit à une telle vitesse comme ça a lieu en ce moment en France et également dans la plupart des pays européens. Ce qui apparaît clair au niveau, en tout cas, de la plupart des grandes démocraties, c'est qu'on est face à une opération véritablement de sabotage complet de tout ce qui était jusqu'à présent protecteur, la sécurité sociale, les élections, la justice, les différents corps organisés. On a vu le rôle, par exemple, pendant la période du Covid, de l'ordre des médecins. Mais on regarde aussi maintenant l'instrumentalisation très forte par le pouvoir, et on l'avait vu avec l'affaire Fillon, de la justice. On vient de voir des mises en garde à vue en France complètement rocambolesques, au point de se demander si c'est pas enfin des opérations purement politiques, hein, et avec parfois des effets très astucieux pour mettre en lumière certains et remettre à l'ombre d'autres. On se rend compte qu'en fait on ne peut plus du tout avoir confiance. La seule certitude qu'on a, c'est que si on ne se met pas à réagir véritablement, très fortement par rapport à cette tendance inexorable de destruction de tout ce que sont nos repères, que ce soit dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine des positions de la France à l'international, entre historiquement un pays qui était plutôt un faiseur de paix et maintenant un pays qui est un propagateur de guerre, dans le domaine de la recherche de la vérité. Plus du tout ça. On a vraiment des inquiétudes à avoir en France sur les projets d'intelligence artificielle. On découvre au détour d'un tweet du Premier ministre que va être lancée une intelligence artificielle qui s'appelle Albert. Alors Albert, est-ce que c'est une référence à Albert Einstein, et est-ce que c'est une référence quelque part à celui qui a inventé la relativité restreinte, entre guillemets, qu'il a inventé, qu'il a formalisé, formulé, mais surtout dont les travaux ont eu un impact fort, il n'était pas seul, mais sur l'arme atomique, avec tout ce que ça implique. Et quand on écoute Schwab, on comprend que l'intelligence artificielle, c'est l'arme atomique de demain, puisque c'est le moyen de prendre un contrôle complet sur le monde. Et on a appris récemment d'ailleurs que pour ces bombardements, l'armée israélienne utilisait une intelligence artificielle qui lui donnait des instructions sur les endroits où bombarder, en essayant, entre guillemets, de limiter au mieux les pertes humaines. Et on voit bien que c'est pas franchement efficace, au contraire, mais ça donne un alibi.
T'es toujours ah ben non mais c'est pas la responsabilité des soldats, eux ils ont suivi des instructions qui venaient d'un outil d'intelligence artificielle, qui venaient d'eux, et à la fin en fait on a dilué complètement les responsabilités. Alors finalement je vais essayer de faire cette vidéo plus courte et je vais dans la foulée en enregistrer une autre qui pour l'autre va être complètement focalisée sur un sujet qui est véritablement le changement complet de la situation militaire, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Proche-Orient, Moyen-Orient, et également dans la région Asie-Pacifique, et donc en particulier entre la Chine et Taïwan. Alors pour vous donner un petit peu d'éléments, on voit qu'aujourd'hui, l'armée russe véritablement est en train de gagner complètement cette guerre, mais pas de la manière avec laquelle ils auraient souhaité, puisqu'en fait les Russes ne pensent pas qu'on gagne une guerre, ils voulaient trouver un accord de paix qui soit convenable dans l'intérêt des régions russophones d'Ukraine. Donc là maintenant, évidemment, les conditions de la paix sont en train de changer au fur et à mesure parce que les Russes ont perdu beaucoup d'hommes dans cette affaire, et surtout ils comprennent que c'est illusoire de considérer que les républiques autonomes qui ont rejoint la Russie pourraient désirer retourner dans le giron de Kiev. Je vous rappelle qu'on vient d'apprendre que l'ancien chef d'état-major de l'armée ukrainienne est en résidence surveillée, qui est un mot élégant pour dire qu'il est en prison, soi-disant parce qu'il aurait refusé un poste d'ambassadeur. On sait très bien que c'est pas pour ça. En fait, il est craint par le régime, mais il est également craint par d'autres, parce qu'en réalité, il serait en mesure d'organiser un coup d'État et de prendre le pouvoir en Ukraine. Parce que l'Ukraine, ça reste un grand pays. C'est-à-dire qu'il y a différents courants de pensée, et tout le monde n'est pas aligné sur les positions de Zelensky, qui est complètement aligné sur Macron, et l'argent qu'il peut recevoir à droite et à gauche. Donc on sent bien qu'il y a des patriotes en Ukraine qui ont des visions complètement différentes, qui peuvent être partagées par pas mal de monde. Mais surtout, ils remarquent qu'en réalité, leur pays maintenant est entièrement géré par l'OTAN, par des cabinets de conseil, ou des lobbyistes de Bruxelles ou de Washington, et que ce n'est plus que l'ombre, entre guillemets, d'un pays, c'est une nation en complète perdition. Mais en tout cas, on peut s'étonner quand même que ça ne perturbe personne de savoir que l'ancien chef d'état-major de l'armée est en résidence surveillée, donc prison depuis plus d'1 mois dans l'indifférence générale. Il faut également noter qu'il avait été plus ou moins mis en cause par un consortium de journalistes comme étant celui qui avait piloté les événements de Nord Stream. L'un pouvant expliquer l'autre, un peu une manière de dire finalement ce chef d'état-major serait infusible pour justifier que non, évidemment les Américains n'étaient pas au courant, l'Union européenne n'était pas au courant, c'était uniquement un coup des Ukrainiens. Alors c'est difficile d'imaginer que cette personne ait réussi sans que ça sache en interne en Ukraine avec un bateau de plaisance à organiser cette opération au nez et à la barbe des Américains qui étaient omniprésents. Mais exactement comme pour le Covid, exactement comme pour tout, en fait, plus c'est débile, plus la plupart des gens y croient, parce qu'ils n'ont qu'une petite mémoire de poisson rouge pour se rappeler l'accumulation des faits qui rend les choses incohérentes. Ou alors que, un peu comme Milgram, il y a une forme d'autorité. Donc quand on a quelqu'un qui vient vous dire à la télé, écoutez, si vous êtes assis, le café n'est pas dangereux dans un bar, mais pour être assis, il faut avoir un pass vaccinal. Si vous êtes debout, comme c'était possible avant, sans pass vaccinal, ce n'est plus possible parce que c'est devenu dangereux avec les nouveaux variants du virus. Et tout ça, ça passait comme une lettre à la poste.
et ça passait ensuite au Conseil constitutionnel, français partout. Donc, en réalité, pendant tous ces mois-là, ils ont testé le niveau de débilité, le niveau de compromission, le niveau de naïveté des gens. Et alors aujourd'hui, c'est très drôle, hein, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Les médias, les grands médias, tous, font un espèce de mea culpa. Donc on a eu les fact-checkers qui faisaient ça, bonne blague, hein, le mot fact-checker, en fait, c'est le ministère de la vérité, hein, pour reprendre George Orwell. Donc, et tous les médias maintenant font passer le message qu'en réalité, ils ont toujours été très honnêtes. Ils se sont un peu fait avoir, mais aujourd'hui, ils sont ravis d'inviter des gens qui parlent très négativement du virus, très négativement de tout, mais en se mettant, eux, dans une catégorie des non-complotistes. Donc les autres seraient des complotistes. Vous vous rappelez, hein, c'est comme les suspendus, en fait, sont des gens dangereux parce qu'ils n'ont pas respecté la loi. C'est-à-dire qu'ils ont été intelligents avant la loi, et ça, c'est illégal. Être intelligent avant l'évolution de la loi, c'est représenter un danger pour le système. Mais jusqu'avant, les personnes qui étaient des dangers pour le système, c'était les terroristes. Or maintenant, les gens qui sont un danger pour le système, c'est les gens qui disent la vérité avant. Vous vous rappelez, on a eu cette mécanique impitoyable lors des émeutes, entre guillemets, du 6 janvier 2020 au Capitole, et qui valent tellement de problèmes aujourd'hui à des milliers d'Américains et évidemment à Trump, puisqu'on avait présenté ça comme un coup d'État, etc., etc. Depuis, il y a des centaines, des milliers d'heures qui sortent, pas toutes, bizarrement, et on voit qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec ce qui a été regardé. C'était plutôt bon enfant, c'était plutôt très libre, et qu'en fait, tout a été monté en boucle, encore une fois, pour faire du mal à celui qu'il fallait absolument rejeter, détruire, c'est Donald Trump. Et l'idée, c'est que de toute façon, ils veulent maintenir en place Joe Biden ou un autre candidat qu'ils ont en tête, donc je doute que l'autre candidat qu'ils aient en tête soit sa vice-présidente, mais on ne sait jamais. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ne veulent pas du tout de Donald Trump. Et ce qui est le plus fascinant, c'est que dans les deux camps, malheureusement, il y a des mouvements vraiment très forts pour essayer de nuire à Donald Trump. C'est-à-dire qu'aussi bien chez les républicains que chez les démocrates, il y a la même manière. Et c'est vrai pour tout le monde. C'est-à-dire que parmi ceux qui prennent conscience de ce que ça veut dire, l'expression vampire dans la bouche de Vladimir Poutine, il y a toute une frange de la dite résistance qui déteste complètement Vladimir Poutine, qui déteste Xi Jinping, qui déteste Ben Salman, qui déteste Trump, qui déteste Musk. En réalité, des gens qui détestent tout le monde. Mais à force de détester tout le monde et d'être seul, qu'est-ce que vous croyez ? Avec vos petits bras musclés, avec votre grande intelligence ou votre hyper grande paranoïa, vous allez réussir à changer les choses. Face à des cabinets de conseil gigantesques où les gens sont hyper bien payés, face à des armées de soldats, face à des armées de gendarmes, face à des armées de policiers, face à des milliers de consultants payés à prix d'or, de lobbyistes, d'avocats, de procureurs de justice, etc., qui vont bien s'assurer, si jamais vous deveniez audible, que vous finissiez en prison, en tout cas dès que les lois vont être mises en place de façon suffisamment claire et restrictive pour obtenir ça. Alors arrêtez. Il faut essayer aussi de considérer qu'il y a des personnes qui sont proches ou qui ont réussi à accéder au pouvoir et qui sont des gens bien, qui sont des gens véritablement bien. Et que parmi tous les tracteurs de ces lobbyistes, de ces consultants, de ces pentagones, de ces vampires, de ces diablotins, de ces casards, de ces gens qui sont des destructeurs de l'humanité parce qu'ils ont un rêve transhumaniste, eh ben ces gens-là trouvent des moyens de diviser en permanence ceux qui sont véritablement leurs concurrents et leurs ennemis. Et vous savez bien
quand vous parlez de choses qui ne fâchent pas tellement, vous êtes tranquille pour vos manifestations, il n'y aura pas d'infiltration de bandes violentes, il n'y aura pas machin, il n'y aura même pas véritablement de force de l'ordre, parce qu'ils savent que vous êtes très utile au système. Mais en revanche, si vous remettez en question la possibilité même que le système perdure, alors là, vous allez être embêté. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous allez avoir plein de trolls, vous allez avoir des algorithmes négatifs, vous allez avoir votre compte suspendu, vous allez avoir plein de personnes qui vont être pas des trolls, mais des trolls vraiment évolués et qui vont être là pour essayer de faire votre portrait avec d'autres personnes en distillant des petites images, en distillant des petits éléments de langage. Et donc ça, c'est des gens qui correspondent à des gros investissements du système. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont à plein temps, quelques heures par jour et qui se relaient comme des chauffeurs de taxi et qui sont là pour infiltrer des influenceurs relativement importants ou même voire des gros influenceurs et qui essayent de véritablement les infiltrer, comme je l'évoquais plus tôt dans la vidéo, des gens du Mossad qui avaient infiltré à l'intérieur de Gaza, qui ont essayé d'infiltrer à l'intérieur du Hamas et autres pour essayer d'influencer le jugement, pour essayer de parasiter le jugement, pour essayer de faire peur, ou alors même pour diviser par rapport à d'autres amis. Et je pourrais vous donner des tas d'exemples, puisqu'évidemment, sur X, j'ai été véritablement ciblé à de nombreuses reprises de cette manière. Donc, pour cette première vidéo, je vais m'arrêter là. Merci de liker la vidéo, merci de la partager, merci de la commenter. N'hésitez pas à me contacter directement pour des rencontres les yeux dans les yeux, autour de Pot de Miel. Si vous souhaitez en commander, contactez-moi et on réussira à en parler par écrit ou par oral pour voir dans quelle mesure c'est possible. Et je vais continuer à parler librement autant de temps que ce sera possible sur les réseaux sociaux. Donc je vous remercie. Dans la suite de la vidéo, comme je disais, je vais avoir une introduction où je vais un peu rappeler tout ce qui est le contexte régional avec le Liban, avec la Syrie, avec l'Irak, avec le Yémen, l'Arabie Saoudite, le Oman, les Émirats Arabes Unis, les chaînes de télé qui évoluent là-dedans, Al Jazeera, etc. Je parlerai aussi de l'Égypte très endettée de son Sinaï. Je parlerai du pétrole qui est au large des côtes. Mais je parlerai évidemment de la société israélienne qui est complètement fracturée, de ce qui arrive en Cisjordanie et à Gaza. Et cette politique israélienne qui était tout le temps de terrifier ses voisins et véritablement de les maintenir sous silence. Je raconterai l'impact de ce qui est en train de se passer au niveau de la Géorgie, de l'Arménie, du Turkménistan, du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan, mais également du Kazakhstan et bien sûr et surtout de l'Azerbaïdjan, qui est le seul pays au monde à part Israël où il y a une base militaire. Alors beaucoup, quand je dis ça, me disent non, il y a également une base militaire à Washington et une base militaire à Paris. Ce qui n'est pas véritablement faux, puisque quand on voit les actions de la France et des États-Unis, on comprend qu'on fait partie de l'arsenal militaire mondial d'Israël. Alors, en Angleterre, c'est un peu plus compliqué parce que il y a une grande proximité, mais la rue anglaise et le Parlement anglais n'est pas aussi unanime. Alors c'est vrai aussi pour le Parlement français, mais ça a moins d'impact parce que la presse est entièrement contrôlée en France, beaucoup plus qu'elle ne l'est en Angleterre. L'Allemagne également, c'est un cas très particulier, mais on observe en Allemagne vraiment que la justice est en train de sévir et d'être absolument infernale pour les gens qui contestent. Une fois que ça va être mis, je vais rappeler rapidement en fait l'événement militaire majeur, c'est-à-dire les 300 et quelques missiles, drones, missiles hypersoniques envoyés par l'Iran vers Israël. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a eu des dégâts importants puisque les images sont parues. Alors au début,
Israël avait montré des images ridicules, comme si c'était des traces de missiles. Mais alors, c'était absurde parce qu'effectivement, il y avait un creux dans le sol, mais la terre était bien posée à côté. Enfin, pour vous dire, ils hésitent même plus à montrer n'importe quelle image ridicule. Encore une fois, c'était comme le Covid, hein, c'était des victimes à Lampedusa d'un bateau qui avait échoué et ils avaient montré tous les corps dans une salle de sport et ils avaient enlevé l'étiquette Lampedusa pour mettre une autre ville du nord de l'Italie et pour dire voilà les victimes du Covid. Mais tout ça, c'est n'importe quoi. C'est une entreprise où ces gens considèrent que les peuples sont débiles et ils peuvent croire absolument n'importe quoi. Il faut arrêter d'être débile, il faut arrêter de regarder la télé. Mais en tout cas, sachez que suite à cet épisode-là, la donne a complètement changé, puisque à la fois la Russie, la Chine, mais également l'Arabie Saoudite et Oman ont continué leur rapprochement avec l'Iran. Évidemment, c'est le cas aussi du Hezbollah et des Syriens qui continuent. On a cette tension qui est en train de se développer avec l'Azerbaïdjan, donc indirectement avec la Turquie, et une position très ambiguë du Premier ministre Pachinian en Arménie. Où est-ce que ça va finir? Et en Géorgie, où on dirait que ça s'est un peu calmé, mais on n'est pas du tout à l'abri de surprises. En tout cas, ça bouge, et ça bouge tellement qu'aujourd'hui, il est mis sur la table la possibilité que suite à des nouvelles vagues de tensions et de sanctions qui vont toucher l'Iran, l'Iran décide de taper très fort sur la table en interrompant le trafic pétrolier pour un certain temps par le détroit d'Ormuz. Évidemment, c'est quelque chose qui indisposera considérablement, comme on peut l'imaginer, les Américains, parce que il y a des règles sur la possibilité dans des détroits pour des pays d'interrompre le trafic. Mais je vous rappelle que depuis le Golfe Persique, les Américains ont utilisé des avions de chasse et des bateaux pour arrêter les missiles qui étaient destinés à Israël. Donc en ça, ils se sont impliqués dans un combat qui n'était pas censé être le leur. Depuis, il y a toujours autant de fractures de vie, de fractures d'habitat par Israël avec les armes de ses alliés à Gaza. Donc il n'est pas du tout impossible qu'il y ait un changement majeur avec le détroit d'Ormuz, et c'est de ça que je parlerai, et les conséquences considérables que ça aurait sur l'économie mondiale, puisque par ce détroit passe 30% du pétrole qui est pas le pétrole consommé dans le monde, puisqu'il y a énormément de pétrole qui est produit en Russie ou dans les pays, qui est consommé dans le pays même, mais c'est du pétrole qui circule dans le monde, entre pays, circule par ce détroit, essentiellement par des pétroliers géants. Et donc vous comprenez bien que c'est assez facile d'interrompre le trafic, puisqu'on a vu avec quel résultat les Houthis, bien moins équipés, bien moins puissants que les Iraniens, ont réussi. Et vous comprenez bien qu'aucun pays, compte tenu de la démonstration de force incroyable de l'Iran, n'a véritablement envie d'affronter l'Iran. D'une part, parce que l'Iran n'est plus seul, l'Iran est très proche des Russes qui ont commencé dès cette semaine à livrer les Su-35, donc des avions extrêmement modernes aux Iraniens. Et donc, ça veut dire que les Iraniens commencent véritablement à être parfaitement bien équipés pour des combats aériens et évidemment l'envoi de missiles très nombreux et de façon très précise vers les cibles de leur choix, y compris à n'importe quel endroit en Israël, sans qu'aucun système de défense ne réussisse à les arrêter, puisque ce sont des systèmes hypersoniques qui sont inarrêtables par les systèmes de défense, à part sans doute les systèmes russes d'une part, mais peut-être des systèmes chinois. Et on sait que les Chinois également maintenant commencent à prendre des positions de plus en plus claires en faveur des positions adoptées
par l'Iran sur tout le théâtre d'opération qui est le sien au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Donc, à suivre. Merci encore une fois de liker, de partager et de me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur le miel. À bientôt.